Bonjour à tous et bienvenue. Depuis une vingtaine d'années environ, sévissent des conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo, principalement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et malgré un bilan humain effroyable, des millions de morts, notamment dus aux conditions très précaires laissées par la guerre qui a causé également des millions de déplacés internes, médiatiquement, ce conflit est sous-traité. À l'image du Soudan ou du Yémen, ces guerres longues, on va parfois revenir sur de l'actualité chaude, mais il passera toujours derrière d'autres conflits plus médiatiques. Pourtant, l'an dernier, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs de l'équipe nationale congolaise ont fait un signe très fort, rappelant cette omerta et dénonçant ce qui se passait à l'est de la RDC. Avec le pouvoir médiatique du football, le sport roi, bientôt, des articles du monde entier évoquaient cette terrible tragédie. L'an dernier, l'ONU évoquait plus de 7 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo, un chiffre qui s'est considérablement alourdi avec la recrudescence des combats dans le Nord Kivu. Rendez-vous compte que depuis le début de l'année, on a quasiment franchi le demi-million de déplacés en plus. Le bilan humain est évidemment effroyable et dernièrement, médiatiquement, on commence à davantage parler de ce conflit avec la ville de Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, qui est actuellement aux prises entre les combats menant les forces armées de la République démocratique du Congo et leur soutien au fameux mouvement du M23 avec derrière les forces rwandaises. Outre les objectifs militaires, cette guerre revêt plein d'autres intérêts, économiques, miniers, médiatiques, sportifs, diplomatiques. On se rend compte que cette guerre, comme on l'appelle à l'est de la RDC, est bien plus importante qu'on ne le croit. Pour certains, elle est surtout très complexe parce qu'elle est dans une région où, pour bien schématiser, il y a plus de 120 groupes armés différents. On va retrouver des armées régulières de pays étrangers. On va retrouver également des sociétés de sécurité privées, principalement d'Europe de l'Est, en l'occurrence de Bulgarie et de Roumanie, sur le terrain, et des mercenaires d'une vingtaine ou d'une trentaine de nationalités. Bien évidemment, cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive et de parler de tout ça, parce que ça nécessiterait des heures et des heures. Mais on va permettre aux gens de comprendre un peu ce qui se passe derrière, puisque le narratif des deux camps, quand tu regardes les faits, remarque que c'est bien plus ténu que cela. Rappelez-vous bien que dès 2013, déjà, la guerre, quelque part, elle s'est un peu arrêtée parce que l'un des mouvements principaux, l'un des belligérants, c'est ce qu'on appelle le M23. Le M23, il est issu notamment du CNDP, qui était un autre mouvement qui sévissait à l'est de la RDC, qui était d'ailleurs déjà soutenu par le Rwanda, chose évidemment que le régime rwandais avait démenti. Et donc ces officiers, il y a notamment beaucoup de gens qui étaient issus des corps constitués principalement de l'armée, ils ont constitué ce M23-là, qui est un groupe armé, qui avait notamment récupéré la ville de Goma, ce fameux chef-lieu du Nord Kivu. Ça avait duré finalement une dizaine de jours et ça avait constitué d'ailleurs leur perte. Ça fait beaucoup penser lorsque Al-Qaïda s'était emparé de la ville de Mukalla au Yémen, une grande ville donc portuaire. Ça avait mis justement toutes les caméras et toute l'attention sur ce qui se passait dans cette zone au Yémen. Un conflit, qu'on le rappelle, est très peu médiatisé. C'était un petit peu pareil en République démocratique du Congo, et finalement les forces congolaises aidées des forces des Nations Unies ont réussi à repousser ces assauts-là, ces rebelles comme ils le disent, et finalement en 2013 des accords ont été signés prévoyant la réinsertion de certains de ces membres donc, dans la vie politique, militaire, quelque part dans la société congolaise. Donc depuis 2013 c'était comme ça. Il y avait encore quand même certaines tensions, il y avait quand même encore eu quelques combats parce que le M23 justement est en lutte, on va dire, contre le gouvernement congolais actuel, mais c'était, on va dire, relativement calme comparé à l'autre période. En 2019, Félix Tshisekedi est élu à la présidence de la République démocratique du Congo. Et l'une de ses premières missions sera de rallumer, de raviver les relations avec son voisin rwandais. Plusieurs visites sont donc programmées et très symboliques. Félix Tshisekedi se rendra à Gisenyi, au mémorial du génocide, en déposant une gerbe de fleurs. De même, son homologue Paul Kagame viendra à Kinshasa pour les obsèques du papa de Félix Tshisekedi. Des mouvements très forts, des poignées de main, des discours sentant bon, la nouvelle amitié entre les deux pays et des traités sont même rapidement signés. Rendez-vous compte, le Rwanda a la permission officielle du gouvernement congolais pour opérer dans l'est de la RDC d'un point de vue militaire. Un accord de coopération est donc signé, permettant à l'armée rwandaise de chasser les FDLR. Les FDLR, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement qui date des années 2000, issu donc de Rwandais Hutus, et pour le gouvernement rwandais, cela menacerait ses intérêts, potentiellement sa sécurité, toujours avec des références au génocide qu'on a vu dans les années 90. Et donc, à partir de là, je pourrais évidemment développer davantage les FDLR, mais c'est pour permettre aux gens un peu de mieux comprendre. Les FDLR qui, en effet, ont collaboré avec l'armée régulière congolaise un petit peu de ces années, notamment en termes de formation, alors ils sont de moins en moins nombreux quand même, et lorsqu'en fait l'armée congolaise
et l'armée rwandaise ont joint leurs efforts dans cette coopération-là, je crois que le leader FDLR avait d'ailleurs été assassiné. Donc il y a ces collaborations-là, mais ça va plus loin que ça. En termes économiques, il y a notamment vis-à-vis de l'or, il sera finalement traité officiellement dans une raffinerie au Rwanda. Les deux présidents signent cela et la compagnie aérienne rwandaise va désormais desservir la ville de Goma avec des escales à Lubumbashi ou Kinshasa. On a presque l'impression que les deux pays sont en train d'avoir une lune de miel. À Kinshasa, cependant, certains mettaient en garde et prévenaient peut-être de la naïveté congolaise. D'un autre côté, on disait que c'était mieux d'avoir des relations apaisées avec le voisin, notamment pour éviter le pillage qui sévit et qui est réel à l'est de la RDC. Le problème, c'est que la République démocratique du Congo est tellement énorme en termes de superficie qu'il est dur pour un gouvernement central qui en plus est basé à l'ouest du pays complètement. Il faut imaginer que Kinshasa, c'est complètement de l'autre côté. Et il y a certaines zones, forcément, qui n'ont pas un contrôle absolu. Il y a une certaine porosité des frontières et un véritable trafic de minerais s'est imposé. Il faut bien comprendre également qu'à l'est de la RDC, vous n'avez pas Glencore. Glencore, c'est un géant minier qui sévit au Congo, mais pas dans ces zones-là. Et globalement, tu n'as pas les grandes majors à l'est du Congo. Alors attention, tu vas trouver du tungstène, tu vas trouver de l'or, tu vas trouver de l'étain. L'or, par exemple, il y a un véritable trafic qui existait déjà avant 2019, avant l'élection de Félix Tshisekedi, qui en fait était exporté de manière illégale. En fait, vous avez... comment je pourrais expliquer? Il y a ceux qui vont récupérer l'or directement, ensuite vous avez des revendeurs, des resellers. Et vous avez les pays voisins, notamment l'Ouganda et le Rwanda, et bien moins le Burundi, qui servent en fait de resellers, de plateforme un petit peu, pour qu'ensuite cet or soit exporté, notamment in fine, vers les Émirats Arabes Unis. L'étain, c'était principalement vers l'Asie du Sud-Est que ça avait sa destination finale. Et donc, plein de gens en fait profitaient de ce marché un petit peu au noir là, sauf que les caisses de l'État congolais, elles étaient désespérément vides parce qu'elles ne profitaient pas de cette manne-là. Et également, on pourrait revenir sur les conditions de travail, sur plein d'autres choses. Dans tous les cas, en tout cas, c'était cette idée-là. Sauf que, comme je vous le dis, rappelez-vous le narratif. D'un côté, on veut protéger toute la communauté Tutsi, on dit que la FDLR serait une menace, etc. Là, il n'y a rien de ça. Et même lorsque les présidents Kagame et Tshisekedi parlent, en aucun cas, ces sujets sont abordés. Et puis finalement, il y a un élément qui va quasiment tout déclencher. C'est l'Ouganda. L'Ouganda, c'est un autre voisin de la région qui va se rapprocher de la République démocratique du Congo pour combattre encore une autre milice qu'on appelle ADF. C'est un groupe donc d'origine ougandaise qui est soutenu financièrement par l'État islamique et qui sévit justement à l'est de la RDC. Et je crois qu'en 2021 ou 2022, un attentat absolument terrible en Ouganda fera des morts et des blessés revendiqués par ce groupe-là. Et donc, l'armée ougandaise va obtenir la permission, elle aussi, de venir à l'est du Congo, de faire des actions en parallèle des armées régulières congolaises pour chasser les ADF. Et derrière cela, des contrats économiques vont se faire. Et notamment quelque chose de très important, c'est une route entre Beni et Goma. Donc plus de 300 km de route. Et là, d'un coup, le monopole, du moins plus que le monopole, l'influence rwandaise, notamment sur tout ce qui peut se passer à sa frontière, commence à être un petit peu menacée. Ses intérêts économiques également. Puisque quelque part, l'Ouganda va désormais se placer également sur le terrain, principalement en termes routiers. Et donc, à partir de là, il va y avoir d'un côté une résurgence du M23, ce fameux mouvement qui était presque dans les volcans, comme certains diraient, qui d'un coup va se réveiller. Et pour beaucoup, certains ont vu une coïncidence, d'autres ont dit non, ça ne peut pas être une coïncidence. D'un côté, ce M23 va de nouveau être là, va être très actif militairement, et rapidement, les Nations Unies vont publier des rapports en disant qu'ils sont soutenus militairement et logistiquement par le Rwanda, notamment en termes de renseignement et également en termes d'équipement. Rendez-vous compte, on parle, si je ne dis pas de bêtises, d'une défense antimissile, enfin, il y a plein de choses, et surtout, les différents rapports de l'ONU montrent qu'entre 3000 et 4000 soldats rwandais opèrent en fait au Congo avec l'aide en soutien du M23. A partir de là, le M23 va commencer à récupérer des territoires dans le Kivu, dans le sud et dans le nord, avec certains objectifs évidemment miniers. Alors on le rappelle, il y a eu des mines très importantes, je crois notamment de lithium qui ont été récupérées l'année dernière, et le dernier rapport des Nations Unies est absolument fascinant à ce sujet-là, puisqu'il explique qu'en gros, il n'y a jamais eu autant de contrebande, on peut dire ça comme cela, de minerais dans cette région. Et le M23 en bénéficie économiquement, et également le Rwanda. Et Paul Kagame, d'ailleurs, l'avait dit une fois, en expliquant que son pays, en effet, c'est un peu une plaque tournante. Il avait même, je crois, utilisé le terme smuggling, donc presque un peu de la contrebande, mais il a mis en garde tout le monde en disant la communauté internationale, vous me pointez du doigt pour mon soutien M23, mais au final, vis-à-vis des minerais, mais au final, c'est pas moi qui en bénéficie. Quelque part, il plaçait son pays comme un reseller, comme il en existe plein, attention, et comme il en existait avant la résurrection, on va dire, de ce mouvement armé, tous ces combats-là. C'est-à-dire que plein de gens font des affaires dans l'est du Congo, qui a une porosité absolument incroyable, et surtout, les minerais qui sont récupérés là-bas ne sont pas par les grosses majors et tout. Je rappelle également que la RDC avait Dan Gettler, un milliardaire, un magnat israélien, qui avait été condamné, je crois, notamment par le Trésor américain pour corruption, qui était un peu le roi des mines au Congo. Donc malheureusement, parfois, on le sait, il y a une porosité, il y a également une grande corruption, et plein de gens en ont profité, pas uniquement
à l'est de ce pays-là. Dans tous les cas, comme Kagame le disait en disant mais vous me montrez du doigt, mais ok, je recèle, je récupère, je fais un peu la plaque tournante. Mais ça va où? Ça va à Tel Aviv, ça va à Anvers, ça va à Londres, etc. Et donc il pointait du doigt l'hypocrisie internationale liée à ce qui se passe à l'est de la RDC. Et puis les mois passèrent, les déplacés internes continuèrent et d'autres conditions apocalyptiques, Human Rights Watch parlant notamment de crimes de guerre commis par le M23. Et maintenant, chaque camp commençait à agiter sa diplomatie médiatique. Le Rwanda, très fort sur les réseaux sociaux, avec une grande armée numérique, expliquait sa version des faits, notamment vis-à-vis des Tutsis qui seraient maltraités en République démocratique du Congo, et en pointant la menace des FDLR. Les FDLR aideraient de nouveau l'armée régulière congolaise, etc. Et tout ça nous mettrait en danger. Alors certains, on va dire, trouvent que c'est exagéré, que surtout le Rwanda ne souffre, on va dire, d'aucune menace pour son régime. Paul Kagame a encore été réélu à plus de 99%. Et lorsqu'on voit certaines fuites médiatiques, et voir le pouvoir de lobby incroyable du Rwanda, notamment à travers le sport. Visite Rwanda est affiché sur le maillot du PSG, du Bayern, d'Arsenal. Les championnats du monde de cyclisme se dérouleront cette année à Kigali. La réélection du président de la FIFA, Infantino, s'est faite à main levée et applaudissements à Kigali également, tandis que la Basketball African League, financée par la NBA, se joue vis-à-vis des phases finales à Kigali aussi, dans cette toute nouvelle enceinte, la Kigali Arena. Des pourparlers existent pour un Grand Prix de Formule 1, il y a eu l'ouverture en fanfare d'un Golf 18 trous également au Rwanda. Enfin bref, on parle de miracle économique, comme aime bien le dire Paul Kagame, avec pas mal de chiffres, tout ce que là, tout ce que le tourisme a pu gagner grâce à tous ces investissements, grâce au sport, etc. Alors, si ces chiffres sont contestés notamment par l'opposition, même si l'opposition rwandaise est quand même peu vocale ou surtout exilée, parce que malheureusement pour beaucoup ça s'est très très mal fini, il faut quand même comprendre quelque chose, c'est que toutes les organisations sportives internationales ont laissé un véritable blanc-seing au Rwanda, et c'est-à-dire que Paul Kagame est aujourd'hui l'ami de Gianni Infantino, comme il est l'ami de David Lapartien, le patron de l'Union cycliste internationale. Il est également très bien vu en NBA, rappelez-vous, il avait été invité pour quelques matchs de play-off, et en fait, beaucoup vont te dire c'est une stabilité, et en fait, ça arrange tout le monde. Kagame, c'est devenu l'ami de quasiment tous les dirigeants sportifs. Et en fait, il a placé son pays avec le narratif lié post-génocide, et il faut quand même pas le nier, une vision, alors notamment pour sa capitale, développer une capitale qui va servir de carte postale, parce qu'on rappelle que malgré tous les stades, malgré tout ce que vous voyez, l'arrière-pays, il suffit de regarder un peu les statistiques, même s'il n'y en a pas énormément, le Rwanda quand même figure toujours parmi les 30 pays les plus pauvres du monde. Alors c'est vrai que Kigali s'est vraiment développé, Gisenyi, la deuxième ville aussi, mais il y a tout le reste. On rappelle que c'est un petit pays, dit aux 10 000 collines, qui est quand même assez peuplé démographiquement, je crois qu'il y a 11 ou 12 millions d'habitants, et qui a énormément d'inégalités de richesse. Alors même s'il y a des choses qui ont été réalisées, on sait que le pouvoir est très très fort, et donc va délivrer ses messages à travers les réseaux, et également à travers toutes ces trucs sportives internationales qui ont quelque part légitimé et qui ont donné une belle image au Rwanda, principalement dans les chancelleries. C'est-à-dire que le pouvoir de lobbying du Rwanda à travers le foot est très fort, mais également au niveau de ses coopérations, principalement avec le Qatar, ça ils l'ont obtenu principalement grâce au PSG. On avait fait une vidéo là-dessus, voir le nouvel aéroport qui est en train de se construire au Rwanda, les financements qataris, puis également de la compagnie aérienne, et également au niveau médiatique, puisque Al Jazeera va reprendre certains éléments narratifs rwandais, principalement en ayant interrogé l'un des chefs du M23, ce qui conduira d'ailleurs le gouvernement congolais, par le biais de son ministre de l'Information, à retirer l'accréditation du média Al Jazeera pour justement avoir donné la parole à ce monsieur que le gouvernement congolais qualifie, je crois, de terroriste. Dans tous les cas, on voit que ce pouvoir est très fort, et rendez-vous compte, le Rwanda a même réussi à faire annuler des nominations d'ambassadeurs et tout. C'est un pays aujourd'hui en termes de lobbying, on a le Maroc qui reste très fort, l'Égypte, l'Afrique du Sud, mais le Rwanda est définitivement là, avec également d'autres intérêts militaires. C'est devenu un hub militaire qui intervient ici et là. On sait qu'il y a de la présence de militaires rwandais au Bénin, surtout en Mozambique, très lié d'ailleurs avec la France, qui est, comme on le sait, un réchauffement des relations entre la France et le Rwanda depuis la présidence d'Emmanuel Macron. Alors, c'est vrai qu'il y a tout ce qui s'est passé vis-à-vis du génocide, on a l'impression qu'il y a ce poids de la culpabilité aussi, mais il y a surtout des intérêts économiques de Total, notamment au Mozambique, et en fait, quelque part, Total, la France, va sous-traiter un petit peu au Rwanda, qui va faire notamment des opérations de sécurisation. On sait que le Rwanda est également présent dans d'autres pays africains, notamment en Centrafrique, où ça pose d'ailleurs quelques tensions avec les présences russes. Dans tous les cas, ce pays est devenu un hub un petit peu militaire, très fort dans les services de renseignement également, et qui a aussi du matériel. Et c'est ce qui surprend un peu sur le champ de bataille, c'est comment le M23 peut aujourd'hui être aussi organisé et avoir de l'artillerie lourde comme cela. Certes, il y a les finances, parce que contrairement à ce que j'entends, oui, il pille les ressources. Alors, le M23 a certaines zones liées avec des mines, en effet. Sauf que réellement, là où ils se sont fait l'argent, là où l'argent a été réalisé, c'est plus dans une méthode de droit de passage. C'est-à-dire, on contrôle les routes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ah, tu veux sortir avec ta mine, faut payer. Ça rappelle énormément certaines méthodes dans les années 20-30 aux États-Unis. Ah, tu veux ouvrir ton commerce? Ok, il y a temps pour la sécurité. Et c'est vraiment sur ce point-là où le M23 a réussi à gagner quand même beaucoup d'argent et à financer son économie de guerre. Et au fil du temps, les combats s'intensifiaient, le nombre de déplacés, le nombre de viols, enfin,
Honnêtement, c'est absolument abominable ce qui s'est passé. Et des deux camps, comme je l'ai dit, on a dit sa diplomatie. Côté congolais, on a demandé à ce que la mission qui devait défendre la RDC du M23, qui était composée par des militaires du Burundi, de l'Ouganda et du Sud-Soudan notamment, qui était une mission donc des États d'Afrique de l'Est, soit remplacée par des États de l'Afrique australe, parce qu'on jugeait qu'elle n'était pas assez efficace. L'Afrique du Sud en a profité, parce que c'est aussi un intérêt économique pour Pretoria, et vous trouvez également des militaires du Malawi et de Tanzanie, également à l'est de la RDC. Je tiens à préciser également que le Burundi, qui a des intérêts communs avec la RDC vis-à-vis du Rwanda, on rappelle que le Burundi avait fermé sa frontière pendant un moment avec le Rwanda, et bien ils sont également présents parce qu'il y a des accords de coopération entre les deux armées, parce qu'il y a un mouvement de rébellion burundaise qui sévit également à l'est du Congo. Donc c'est pour ça que je le répète, c'est une zone très peureuse où vous avez de tout. Le gouvernement congolais d'ailleurs a fait appel à une société de sécurité privée bulgare et une autre roumaine, notamment la roumaine qui a des centaines je crois d'hommes sur place pour défendre principalement Goma, qui était l'objectif principal. Sauf que Goma, qui donc donne sur la frontière rwandaise et a forcément des liens économiques, des liens sociaux, culturels avec le Rwanda, de par sa proximité, et en face d'ailleurs vous avez Gisenyi, et bah, Goma, quelque part, depuis un moment, a été pris un petit peu en étau. C'est-à-dire qu'on a coupé l'approvisionnement congolais. Et ça fait que ça ne dépendait plus que des importations rwandaises et un petit peu ougandaises. Ce qui fait que plus la panique, parce que forcément, vous vous rendez compte, on dit qu'à 15-20 km, il y a les combats et tout, ça fait que les prix ont commencé à monter, les denrées alimentaires ont commencé à se raréfier, elles venaient donc uniquement quasiment du Rwanda, même si je répète, ça fonctionnait déjà comme ça, c'est absolument terrible, il y a des problèmes d'électricité, d'eau courante, enfin, ça a été très dur pour les habitants ces derniers jours, et là on apprend, selon les médias rwandais, que Goma serait tombé. Et d'ailleurs, immédiatement, le Rwanda, par l'intermédiaire de RBA, montre des photos avec le personnel des membres et les familles des membres des agences onusiennes quitter la ville de Goma pour se rendre à Kigali, la capitale rwandaise. Le narratif est donc clair pour Kigali, Goma est tombé. Le M23 est là. Mais ce n'est pas que le M23. Là, pour la première fois, après avoir démenti la présence et le soutien rwandais, les forces rwandaises sont clairement visibles aujourd'hui à Goma, sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et ce, alors qu'un cessez-le-feu avait été signé entre les deux pays cet été en Angola. Bien évidemment, la ville de Goma n'est pas innocente parce que ce sera un point clé pour de nouvelles négociations, ce qu'espère notamment Kigali, afin de faire fléchir le gouvernement congolais pour garder cette influence et même amplifier son influence sur l'est du Congo d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire et d'un point de vue politique. Pour Kinshasa, il est évidemment inconcevable de céder à cela et dans le même temps commence à suspecter d'autres alliances puisque l'Ouganda, il y a quelques années que s'était rapproché du Congo, s'est désormais rapproché de Kigali. Comme on le voit, c'est un jeu à plusieurs étages et à tous les niveaux. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un pays petit en termes démographiques, qui va faire énormément de communication. D'ailleurs, le Visit Rwanda, pour l'anecdote, il a été notamment réalisé par ceux qui s'occupaient de l'office de tourisme de Grande-Bretagne à l'époque. Et donc, à coup de réseaux sociaux, à coup d'influenceurs, à coup de plein de choses, rendez-vous compte qu'hier, une journaliste de Sky News annonce que Goma est tombée. Selon mes informations, elle a traversé la frontière avec les forces rwandaises pour entrer à Goma. Donc, à partir de là, on voit qu'il y a une guerre évidemment médiatique, que le sport a une part non négligeable de cela parce qu'il permet de légitimer certaines choses, et que de l'autre côté, on a un Congo qui ne doit pas enlever sa responsabilité de certaines de ses élites, également du contrôle de son territoire et de plein d'autres choses, parce que la situation minière et plein d'autres choses, économiquement, dans la réconciliation, visiblement il y a eu de grosses erreurs. Et ce serait bien trop simple de simplement montrer du doigt Paul Kagame. Alors bien évidemment, la communauté internationale aujourd'hui est un petit peu plus virulente médiatiquement ou dans ses communiqués. Même les États-Unis commencent à être un petit peu plus sévères dans le ton vis-à-vis de leur allié rwandais, mais ça reste en tout cas bien léger. Comme on peut le voir, l'Est du Congo aujourd'hui est assiégé. Et on a une communauté internationale quand même bien timide qui profite aussi de certaines largesses. Alors, pas tous, c'est pour ça qu'il ne faut pas crier non plus au complot mondial ou que sais-je encore, parce qu'il y a certains acteurs en fait qui vont en profiter. Il n'y a pas tout le monde qui va en profiter. Et plein de gens se font du business. C'est une véritable économie de guerre qui est en train de fonctionner et qui se fait au détriment, bien évidemment, de la population congolaise, encore une fois. Il y aura encore quantité de choses à dire sur le sujet. Je vous recommande notamment le site Afrique 21 qui produit des articles très étayés sur la situation et très détaillés. Et nous, peut-être qu'on continuera à faire des vidéos sur le sujet et plus globalement en termes géopolitiques. Il y a une playlist sur la chaîne et pourquoi pas continuer notamment dans la zone. En tout cas, plus que jamais, keep the faith.